Mercier-Brunel. Bonjour Claude Tran. Vous êtes professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation. Vous participez aujourd'hui au colloque du mouvement contre la constante macabre, consacré à l'évaluation, un levier pour les apprentissages. Vous dites « le monde est saturé d'évaluation ». Pourquoi ? Parce qu'on a tous une idée sur ce que c'est que l'évaluation. On pense tous savoir ce que c'est que l'évaluation. Quand vous interrogez des parents d'élèves, ils auront une définition de l'évaluation. Les élèves en auront une également, les enseignants, la société en général. Donc tout le monde a une opinion sur l'évaluation, et l'évaluation scolaire dans ce qui nous concerne, et tout le monde pense en partie savoir la forme que ça prend, l'intérêt que ça a, et ce que ça doit, ce que ça doit servir. Or, en réalité, la recherche et l'expérience de nombreux enseignants montrent que l'évaluation, c'est un processus complexe, subtil, qui est une rencontre entre la subjectivité de l'enseignant, ce qu'il estime important, ce qu'il estime acceptable ou pas, la subjectivité de l'élève, ce qu'il a compris de ce qu'on attend de lui, parce qu'on a des élèves qui donnent une réponse en pensant que c'est bien la réponse attendue, mais finalement ce n'est pas le cas. Donc, comme tout le monde pense savoir ce que c'est que l'évaluation, tout le monde a un positionnement en fonction de cette idée. Et le problème, c'est que ce positionnement ne sert pas toujours l'apprentissage des élèves. Alors, l'évaluation, acte de l'enseignant ? Surtout pas. L'évaluation, sans doute dans les représentations, c'est un enseignant, une sorte d'arbitre qui donne un verdict, et je prends l'étymologie de verdict, un veredictum, il dit le vrai. En réalité, l'évaluation, c'est un processus, et c'est un processus interactif. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur et dans la relation, tant du côté de l'enseignant que du côté de l'élève. L'élève interprète la demande de l'enseignant, que ce soit dans un devoir sur table ou dans une question à l'oral, et à partir de cette interprétation, va proposer une réponse qu'il estime opportune, acceptable, voire va se taire s'il estime qu'il n'a pas de réponse opportune à donner. Donc en réalité, quand on étudie l'évaluation, il faut étudier ça sous l'angle de l'interaction qu'il y a entre l'élève et les enseignants. C'est quelque chose que, par exemple, des chercheurs comme Lucie Mottier-Lopez ont beaucoup travaillé et qui sont vraiment le cœur d'une évaluation au service de l'apprentissage. Si ce n'est pas tout à fait un acte d'enseignant, doit-on donner aux élèves un certain pouvoir en matière d'évaluation ? On doit les impliquer. Donc après, il est évident que suivant le cas, je n'ai pas de réponse définitive. Suivant le cas, quand à un moment, un enseignant doit aussi vérifier les acquis des élèves dans certaines situations, par exemple dans une situation d'examen ou dans une situation où il doit valider des compétences d'un élève. Donc il va, dans certains types d'évaluation, effectivement, avoir une partie de prise en charge plus importante que dans d'autres. Dans le reste des évaluations, il y a la nécessité que l'enseignant soit explicite sur les critères qui sont les siens, sur ce qu'il attend du comportement de l'élève. Il y a aussi la nécessité que l'élève intègre ces critères, les comprenne, voire les discute avec l'enseignant quand il n'est pas d'accord. Je pense que quand on arrive à créer une situation où l'élève n'est pas complètement d'accord avec les critères d'évaluation et est capable d'en discuter avec l'enseignant, on arrive à un vrai niveau d'échange sur l'évaluation. Donc évidemment, l'élève doit être un partenaire essentiel de l'enseignant dans le processus évaluatif. Évaluation épreuve ou bien évaluation au moment normal d'une continuité d'enseignement ? Alors, il y a, je dirais dans l'absolu, plutôt une évaluation continue. Ça doit être la règle et pas l'exception. Or, actuellement, l'épreuve d'évaluation est la règle et l'évaluation continue semble être l'exception. Après, on ne va pas généraliser et tout rejeter. Il ne faut pas être tout blanc, tout noir. On peut imaginer qu'à un moment, on propose à un élève de se tester en temps limité sur une tâche pour voir ce qu'il sait faire, ses difficultés, pour l'analyser. Et donc, on peut aussi mettre en place à des moments définis, pertinents, une épreuve d'évaluation. Mais ça ne doit pas être la règle. Or, actuellement, la règle, c'est l'épreuve d'évaluation. Ce qui pose un vrai problème parce qu'on n'a pas une évaluation qui accompagne l'élève. Il ne faut pas oublier que l'élève apprend grâce à l'évaluation quand l'évaluation l'aide à faire mieux, à refaire mieux. Si j'ai une évaluation qui s'arrête à la fin du verdict de l'enseignant et que je ne redemande plus rien à l'élève, cette évaluation n'apprend rien à l'élève.
Et l'évaluation peut-elle contribuer au fait que l'enseignant puisse avoir du plaisir à enseigner avec un élève éprouvant du plaisir d'apprendre? C'est pas qu'elle peut contribuer, c'est qu'elle doit contribuer. C'est que le plaisir d'enseigner, le plaisir de se rendre compte de ce que l'élève a compris, du processus qu'on a déclenché chez l'élève. La quasi-totalité des enseignants sont les plus heureux du monde quand ils voient un de leurs élèves qui était en difficulté sur un sujet, mais qui peu à peu a pris confiance en lui grâce à un système de feedback, à des retours, à des évaluations informelles. Cet élève a progressé et arrive, quand l'élève arrive à se rendre compte, ça y est, je sais, je pense que c'est un plaisir partagé du côté de l'élève et de l'enseignant, et l'évaluation doit permettre de préserver ce plaisir. Je n'utilise pas souvent le verbe devoir, mais là je pense pouvoir l'utiliser. L'évaluation doit permettre le plaisir de l'élève de prendre conscience qu'il progresse, qu'il avance, et le plaisir de l'enseignant de se rendre compte qu'il a participé à ce processus de progrès. Comment pensez-vous que les collectifs peuvent participer de la formation continue des enseignants? Je pense que d'abord, l'évaluation est quelque chose de compliqué, quelque chose d'un peu effrayant. D'abord souvent parce qu'on le voit comme l'épreuve d'évaluation, donc c'est un peu chronophage. Et chez les enseignants, particulièrement du second degré, qui ont un nombre d'heures de cours hebdomadaires limité, ils se disent « mais je perds une heure d'enseignement si je fais une heure d'épreuve sur table ». Ce qui peut être le cas, ça dépend là encore. En revanche, l'idée, c'est que cette norme d'une évaluation d'épreuve et puis ces doutes que cela peut générer chez l'enseignant, est-ce que je fais bien, est-ce que c'est satisfaisant, sachant que beaucoup d'enseignants montrent et le disent dans les entretiens, ils ne sont pas complètement satisfaits par leur façon d'évaluer, mais le nombre d'heures hebdomadaires, le programme, tout ça les entraîne à faire cela. Je pense que la force d'un collectif d'enseignants, c'est avant tout de poser le problème en disant on n'est pas satisfait et de se mettre ensemble pour savoir pourquoi on n'est pas satisfait. Déjà quand on a posé ça et qu'on se rend compte qu'on n'est pas les seuls, qu'on partage cette insatisfaction, qu'on partage ces doutes, qu'on partage cette forme de fragilité face à l'évaluation, déjà le collectif est protecteur des individus. Et ensuite on peut, je dirais, passer commande entre guillemets. Passer commande, c'est-à-dire qu'on va ensemble expérimenter quelque chose, on va aller lire des articles, des ouvrages, on va aller sur internet regarder ce qui se fait, passer commande de formation. Moi je rêverais que des collectifs enseignants se tournent vers le corps d'inspection en disant on souhaiterait des formations sur ce sujet-là ou ce sujet-là. Les inspecteurs souvent d'ailleurs sont tout à fait réceptifs à ce genre de demande, modulo une organisation institutionnelle qui le permet, parce qu'on a quand même de plus en plus des contraintes institutionnelles fortes qui contraignent les enseignants, les inspecteurs, les chefs d'établissement, qui contraignent un peu tout le monde. Mais les enseignants, je dirais, au départ, sont les mieux outillés pour formuler les questions qu'ils ont et les doutes qu'ils ont. Ensuite, charge à l'institution, charge à la recherche aussi, de répondre présent et de venir accompagner ces collectifs à partir des questions qu'ils ont. Je pense que le modèle de la transmission, du top-down, où on vient apporter des connaissances à des enseignants qui ne se posent pas de ces questions-là et qui n'y voient pas l'intérêt, ce modèle-là, il est dépassé. Je pense qu'on a fini des grands-messes auprès de la formation continue et qu'il faut qu'on travaille de plus en plus sur des petits collectifs qui partagent un questionnement, qui partagent des interrogations, qui partagent une envie et des démarches, et que l'institution comme la recherche, on soit là pour les aider à formuler, à problématiser leurs questions et y apporter des pistes de réflexion, parce qu'en réalité, ce sont les enseignants qui font. Donc on ne va pas faire à la place des enseignants et on ne va pas leur dire quoi faire. On doit leur apporter les outils, les éléments, les concepts pour penser leur pratique et être auteur de leur pratique. Ce sont les enseignants qui peuvent le mieux diagnostiquer leurs difficultés et ce sont les enseignants qui peuvent le mieux y trouver des solutions. Merci beaucoup, Yann. Merci Claude Tran.